Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 22 mars. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Les e-commerçants moins optimistes pour 2024, mais confiants sur leur performance, à lire sur les clés du digital. Shopping en magasin, quelles attentes chez les consommateurs, à lire sur Fashion United. 2 Français sur 3 adeptes de produits de seconde main, à lire sur République Retail. La course omnicanale, comment les constructeurs automobiles gardent une longueur d'avance, à lire sur MC Factory. Et enfin, la grande distribution gagne du terrain dans l'e-commerce français, à lire sur le JDN. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinent à partager. Cette semaine, je vous invite à franchir les rives du lac Léman pour aller à la rencontre de Manor, célèbre chaîne de grands magasins helvètes. Dans le numéro 184, je reçois Thibaut Deloum, directeur digital plateforme et marketplace de l'enseigne, avec qui nous parlons du e-commerce en Suisse et du déploiement de places de marché. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Les e-commerçants moins optimistes pour 2024, mais confiants sur leur performance, à lire sur les clés du digital.fr en date du 19 mars. Les e-commerçants français ont perdu un peu de leur optimisme, mais une majorité envisage une progression de leur rentabilité en 2024 par rapport à l'année dernière. Selon l'enquête de la FEVAD avec Opinionway, qui a interrogé en février dernier une centaine de dirigeants européens dans 4 pays, Allemagne, Belgique, Bulgarie et Italie, avec la complicité des associations professionnelles locales, la part des moins optimistes augmente de 5 points par rapport à l'an dernier. À 34%, le camp des plus optimistes perd quant à lui 6 points et ne réunit plus que 33% des répondants. Les e-commerçants européens se montrent plus confiants, 42% se déclarent plus optimistes pour l'année 2024 que pour l'année 2023. Cette année, les résultats sont extrêmement divisés, nuance Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, qui a présenté cette étude à l'ouverture du rendez-vous professionnel One-to-One Retail e-commerce de Monaco. On retrouve une répartition pratiquement identique en 3 tiers entre les plus et les moins optimistes et ceux qui n'ont pas changé. En France, la part de ceux qui se perçoivent sur un marché en baisse en 2024 atteint 40% à comparer aux 28% qui le considèrent en croissance. La seconde main comme première tendance citée en 2024. Parmi les principales tendances attendues pour 2024, le développement du marché de la seconde main arrive en tête, 86%. Aujourd'hui, ce marché représente 11% des volumes. Un Français sur 2 achète un produit de seconde main, et 2 sur 3 chez la génération Z. Et surtout, on assiste à une augmentation importante de ces achats exclusifs dans le textile et le bricolage. Aujourd'hui, 16% n'achètent que de la seconde main. C'est un secteur qui va continuer à se développer, estime Marc Lolivier. Une large majorité des dirigeants interrogés, 76%, en hausse de 16 points par rapport à 2023, s'attendent par ailleurs à la fermeture de sites cette année. Cela concerne tout le commerce. Dans ce contexte, la troisième tendance attendue, c'est un mouvement de concentration, de partenariat stratégique. Vient ensuite la montée des sites étrangers à 67% en hausse de 23 points. On pense bien sûr aux sites asiatiques et les 3/4 des dirigeants de sites de e-commerce français sont inquiets de l'impact de l'inflation sur leur activité et craignent à 84% un report des consommateurs vers les sites et enseignes vendant des produits moins chers, hyperdiscount, déstockage ou seconde main.
Marketing et publicité en tête des investissements. Malgré ces vents contraires, la majorité des entreprises anticipent une augmentation de leur performance financière, la marge nette, en 2024 en France. C'est plus que les Européens, à 32%. Cette recherche de la performance financière et de la rentabilité est une priorité pour 2024, analyse Marc Lolivier, qui détaille ensuite les investissements prioritaires des e-commerçants. Parmi une dizaine de secteurs cités, le marketing et la publicité arrivent en tête, suivi par l'informatique et la RSE. La logistique se place en 4e priorité, suivi par l'international qui perd 10 points à 29%. La monétisation d'audience de son site, Retail Media, Marketplace, la relation client, les ressources humaines et l'innovation qui oscillent entre 29 et 23%. Après une domination de l'informatique, le marketing et la publicité sont des priorités dans ce marché qui devient plus concurrentiel. Les coûts d'acquisition ont augmenté et devraient encore croître avec les nouveaux dispositifs mis en place par Google très prochainement. Par ailleurs, il faut relativiser le déclin de la RSE qui reste en 3e position. Chez nos amis européens, on retrouve à peu près les mêmes priorités d'investissement avec toutefois la RSE qui arrive en 7e position. L'innovation est plutôt en baisse. Les budgets innovation devraient être plus contenus, avec sans doute des approches plus hésitantes, commente Marc Lolivier. Dans le détail et sans surprise, ces innovations devraient porter prioritairement dans le domaine de l'IA générative qui arrive très largement en tête, devant le Buy Now Pay Later, puis le live shopping en 3e position, suivi par la réalité virtuelle, le commerce vocal ou la blockchain. NFT et Metaverse occupent la toute fin du tableau. Il y a d'abord pour améliorer le marketing et la relation client. En matière d'innovation, 71% des dirigeants déclarent avoir mis en place au moins une solution à base d'IA dans leur entreprise et les usages portent essentiellement sur le marketing et la relation client. La sécurité et la fraude obtiennent 31% des citations suivies par la logistique, le paiement. L'international n'apparaît pas en tête du classement des investissements et reste un sujet clé puisque 70% des commerçants anticipent une croissance de leur chiffre d'affaires international sur les 2 prochaines années. 65% des sites français y sont désormais présents et 27% le sont dans les 10 pays, principalement en Europe. Dans le top, il y a toujours la Belgique, suivie par l'Espagne et l'Italie. Globalement, les e-commerçants restent néanmoins préoccupés par l'inflation et ses effets sur le pouvoir d'achat, mais ils sont moins nombreux à vouloir augmenter les prix, plus enclins à annuler et reporter certains investissements, à réduire leur offre et à mettre en concurrence leurs prestataires et leurs fournisseurs dans une stratégie de rationalisation et de recherche de compétitivité. Enfin, l'enthousiasme des e-commerçants face aux Jeux Olympiques reste modéré. Ils sont surtout inquiets à 54% quant à l'impact et les conséquences des JO sur leur activité. Shopping en magasin, quelles attentes chez les consommateurs? À lire sur fashionunited.fr en date du 20 mars. Les consommateurs de mode et de vêtements de sport consomment de manière plus hybride. Selon une récente étude d'Outform, 72% d'entre eux expriment une préférence pour les expériences en ligne et en magasin. Ce changement souligne un désir de cohérence entre les canaux stimulés par l'attrait d'interagir physiquement avec les produits. Le toucher et l'essai d'articles restent des motivations clés pour les visites en magasin. L'étude indique que 55% des acheteurs valorisent l'expérience en magasin qui leur offre la possibilité de toucher les vêtements. De plus, 69% trouvent des formes d'inspiration lors d'expériences d'achat physique. L'étude menée par l'agence d'innovation commerciale Outform a interrogé 1000 personnes au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne sur une période de 12 mois. Les smartphones jouent un rôle crucial dans le parcours en magasin. En effet, 64% utilisent leur téléphone dans les espaces de vente physiques. Anna Abbassi, responsable de l'analyse et de la stratégie chez Outform, souligne l'importance d'intégrer
intégrer plusieurs canaux de manière transparente pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. Les acheteurs sont friands de formes de participation active, des expériences d'essayage en passant par des engagements numériques interactifs. Engager les consommateurs à travers la technologie. Les principaux résultats soulignent également l'attrait des technologies interactives telles que les QR codes et la réalité augmentée. 66% des personnes interrogées indiquent les trouver engageantes. Les QR codes sont particulièrement appréciés pour leur utilité, tandis que l'AR est valorisé pour sa capacité à aider à la visualisation. De plus, 73% des participants sont ouverts à l'utilisation d'écrans interactifs en magasin, soulignant l'importance des expériences numériques immersive. 83%, soit une écrasante majorité des acheteurs de mode et de vêtements de sport, estiment que les écrans en magasin devraient offrir des moments interactifs, soulignant la nécessité pour les détaillants de s'adapter aux préférences changeantes et d'améliorer les expériences d'achat globales grâce à l'intégration d'outils numériques. 2 Français sur 3 adeptes de produits de seconde main, à lire sur republiqueretail.fr en date du 18 mars. La pratique d'acheter de la seconde main s'est désormais généralisée et transverse à toutes les couches de la société, indépendamment de l'âge, des revenus ou de la localisation des consommateurs. Elle présente un potentiel de progression encore important à court et moyen terme. Dans le contexte économique actuel, le prix demeure le principal moteur de croissance du marché de la seconde main, dépassant même la conscience environnementale. Les consommateurs cherchent des leviers d'économie que certains espèrent trouver via la seconde main à des tarifs attractifs. Les consommateurs attendent un écart de prix minimum de 40% entre un produit de seconde main et son équivalent neuf, quel que soit le type de produit, selon l'étude réalisée par Arthur D. Little sur le rapport des Français aux biens de consommation durable. Une surconsommation dans le marché du textile. Si l'attrait pour la seconde main est commun à toutes les tranches d'âge, sa consommation est toutefois poussée par les nouvelles générations. Plus de 70% des 18-54 ans se déclarent acheteurs de seconde main ou acheteurs en devenir. 32% des sondés déclarent ainsi envisager d'augmenter à horizon 6 mois leur consommation en produits de seconde main. Par ailleurs, 44% des 18-28 ans ont récemment adopté la pratique dans leurs habitudes d'achat, laissant présager une croissance résiduelle du marché. Le textile domine le marché de la seconde main et enregistre le plus fort taux d'achat au cours des 12 derniers mois, 48%, dont une surconsommation par les 18-28 ans. Les intentions d'achat se regroupent de matière intergénérationnelle autour des produits électroniques. Les loisirs et produits culturels sont particulièrement plébiscités par les 40-54 ans. La culture, un intérêt commun partagé avec les 55 et plus de 73 ans, qui donne également une deuxième vie aux articles de bricolage. Si 87% des acheteurs de seconde main se déclarent satisfaits de leur achat, l'étude souligne que des efforts restent à fournir pour séduire et fidéliser certains types de consommateurs déçus ou réfractaires. En l'occurrence, 11% des nouveaux pratiquants en 2022 ne semblent pas avoir renouvelé l'expérience en 2023, démontrant que les marques et distributeurs disposent d'importants leviers d'amélioration en termes de services et d'expérience d'achat. Un engouement pour les articles de bricolage et équipements sportifs. L'engouement pour le marché de la seconde main est toutefois enrichi par certaines alternatives, à l'instar de la location et le partage qui connaissent une hausse significative dans la quasi-totalité des catégories de produits, en particulier pour les articles de bricolage et les équipements sportifs, un intérêt qui est marqué chez les foyers à revenus moyens et élevés.
La réparation émerge comme une option privilégiée, notamment pour les produits électroménagers et d'électronique, un marché sur lequel les distributeurs sont d'ailleurs des prestataires légitimes pour près d'un tiers des sondés. Le prix attendu pour une réparation se situe dans une fourchette de 10 à 30% du prix d'un substitut neuf, et cela pour l'ensemble des catégories. Les limites à la revente de certains produits. Des facteurs à la fois économiques et opérationnels freinent la commercialisation de certains biens sur ce marché. L'étude révèle que le frein premier est principalement économique. Pour 48% des répondants, c'est le paiement, faible montant perçu, délai de paiement, frais de vente. Et pour 36%, la gestion de l'envoi. Le premier frein à la vente varie selon la typologie de produits. Pour les biens jugés encombrants, ameublement et électroménager, ou encore les objets de puériculture, le manque de structure de dépôt constitue le principal frein. Pour les petits produits à faible valeur, comme le textile, les produits culturels, les jouets, etc., le faible gain potentiel reste le principal handicap. Pour l'électronique, la sécurité de la transaction constitue du fait des valeurs de transaction le principal enjeu. Les vendeurs particuliers de seconde main cherchent un paiement sécurisé, une simplification de la logistique. Les consommateurs sont, eux, en quête d'une alternative durable et économique aux produits de première main, intégrant notamment des services, des leviers d'activation qu'il est aujourd'hui légitime d'attendre de la part des distributeurs traditionnels, idéalement positionnés pour investir un tel marché, conclut Pascal Ansart, Senior Advisor d'Arthur D. Little. La course omnicanale, comment les constructeurs automobiles gardent une longueur d'avance, à lire sur mcfactory.fr en date du 21 mars. L'écosystème de l'industrie automobile est devenu plus complexe que jamais. Les clients ne naviguent plus seulement entre voitures neuves et voitures d'occasion. Constructeurs automobiles et concessionnaires indépendants, ils doivent aussi s'engager dans des parcours où le digital prédomine, en quête d'expériences différenciantes qui attiseront leur envie d'achat. Pour maintenir leur avantage concurrentiel, les constructeurs automobiles doivent alors renforcer le parcours client grâce à une logique omnicanale. La preuve qu'ils ont mis en place les bonnes solutions nous est apportée par les excellents résultats des ventes en 2023. Alors, comment les constructeurs réussissent-ils ce pari de l'omnicanalité ? Les constructeurs sur la grille de départ. Pour 2023, le groupe Stellantis a annoncé un chiffre d'affaires record de 189,5 milliards d'euros, soit une hausse de 6% par rapport à 2022. Un résultat qui s'explique en partie par une augmentation des ventes de véhicules, plus 7% des ventes consolidées par rapport à 2022. Du côté de Renault, les signaux sont aussi au vert. 52 376 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, soit une hausse de plus de 13% par rapport à 2022. Et là encore, on observe une augmentation des ventes de véhicules, plus 9%. Les constructeurs ne sont pas les seuls à progresser au niveau des ventes. Les grands réseaux de concessionnaires voient aussi leurs résultats décoller. En France, le groupe Jean Rouayer voit son CA progresser de 20% en 2023 et le groupe Paro atteint une croissance de 11% sur la même période. Est-ce à dire que la digitalisation du parcours client a épargné l'automobile, que la vente de véhicules demeure le précaré des concessions physiques ? Non. Comme en témoignent les 2 milliards d'euros de CA d'Aramis Group, numéro 1 de la vente de voitures en ligne en France, ou encore le modèle de distribution choisi par Tesla, qui assume un parcours où le digital prime. La stratégie déployée autour de la Citroën Ami illustre aussi ce shift digital, une offre clé en main qui se choisit et s'achète en quelques clics, avec des clients ambassadeurs qui assurent la visibilité du véhicule et l'incarnent d'une manière plus authentique qu'un discours de marque calibré, expliquait Myriam Verge pour Stellantis.
Et Stellantis va plus loin avec des ambitions digitales affirmées par Carlos Tavares, son CEO. Notre objectif est de réaliser un tiers de nos ventes mondiales en ligne d'ici 2030 et de lancer une marketplace digitale globale permettant aux clients de Stellantis d'accéder en ligne à tous nos produits et services. Configurer une voiture en ligne, prendre rendez-vous en ligne pour un essai ou encore l'acheter en ligne est aujourd'hui courant, au même titre que pour s'informer via des comparateurs en ligne, des avis clients, des vidéos ou des visites virtuelles. Le digital est bien présent, même si ces parcours online ne sont pas encore totalement fluides. Reste aussi à transformer les réseaux retail des constructeurs automobiles grâce au digital pour apporter une véritable proposition de valeur pour offrir un écosystème omnicanal totalement hybride et intégré. Et ce chantier est déjà à l'œuvre. Le circuit de l'omnicanalité, l'approche cohérente des constructeurs. Cet effort pour intégrer le digital, ils l'ont déjà opéré pour sécuriser l'expérience client post-achat et ainsi mieux les fidéliser. Des programmes comme My Peugeot ou My Toyota offrent des espaces qui centralisent les informations du véhicule. Ils se veulent aussi être des facilitateurs pour planifier l'entretien et proposent même des options comme le contrôle du véhicule à distance. Autre indicateur, l'attention portée à la relation client omnicanal. Renault, par exemple, a misé sur un ensemble de canaux de communication, appels téléphoniques, email, internet, réseaux sociaux et chat, pour consolider cette relation et cet engagement s'est vu récompensé. En novembre 2023, Renault a été élu service client de l'année 2024 dans la catégorie constructeur automobile pour la 8e année consécutive. Désormais, l'enjeu de l'expérience client doit se travailler en amont de l'achat. Il s'agit d'élever le niveau de l'expérience client dans sa globalité pour l'aligner sur la qualité et l'agilité du service client. Pour cela, les constructeurs automobiles renforcent leur écosystème omnicanal. Ils intègrent de nombreuses fonctionnalités comme le Drive to Store, la vente full online, les applications servicielles, et ce, tout en conservant des animations commerciales on-site, à l'instar des fameuses journées portes ouvertes. Brice Renvoise, directeur marketing de Volkswagen Retail France, explique que l'enjeu est de convertir sur nos vitrines digitales qui sont le reflet de nos vitrines physiques. Il n'y a pas de frontières et il faut faire en sorte surtout que la valeur soit transformée dans la conquête de nouveaux clients pour acheter des véhicules et aussi en fidélisation pour les entretenir. Audi a investi aussi dans le parcours omnicanal sans couture, stratégie clé pour renforcer sa désirabilité. Exemple avec le configurateur en ligne créé pour faciliter le choix de son véhicule. Une fois la configuration validée, l'utilisateur génère un code qu'il peut ensuite renseigner chez le concessionnaire. Il peut alors bénéficier d'une présentation 3D à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Autant d'initiatives omnicanales qui supposent de proposer aussi en ligne un accompagnement sur mesure pour favoriser la conversion, l'achat du véhicule, la réservation d'un essai, le calcul du montant de reprise d'un ancien véhicule, la prise de rendez-vous en concession, le simulateur de financement en ligne, des options de paiement. Répondre aux attentes clients sans rester en pilotage automatique. Mais un parcours omnicanal réussi ne repose pas seulement sur des options digitales. En effet, il s'agit avant tout d'adopter une approche customer-centrique qui anticipe toujours mieux les attentes des clients. Les exigences de personnalisation, voire l'hyper-personnalisation des interactions s'étendent bien sûr à l'industrie automobile. Alors que l'attention des consommateurs s'effrite, adresser le bon message à la bonne personne et au bon moment est essentiel pour se différencier. Les messages et les offres doivent être ciblés, parfaitement alignés sur les besoins individuels du client grâce aux informations collectées et élaborées en continu lors du parcours client. Rappel, Motorka et l'intelligence artificielle y contribuera.
Et le changement qui s'opère est plus global, souligne Brice Renvoise. Il est clair qu'on doit passer d'une culture produit à une culture client. On a dépensé énormément d'énergie et d'argent à faire venir les clients chez nous et peut-être qu'ils veulent moins aller en concession, qu'il faut aller à eux avec de nouveaux services. Dans les faits, Volkswagen va déjà au plus près du client en repensant les points de contact. Par exemple, la possibilité pour le client de recevoir son véhicule chez lui plutôt que se déplacer en concession. Cette année, le constructeur Dacia teste également une approche originale pour aller au plus près du client, pour anticiper l'ouverture des commandes du nouveau Duster. Le 12 mars 2024, Dacia a mis en place dès le 6 mars un showroom digital. Grâce à un rendez-vous en visio, un expert Dacia propose un rendez-vous découverte du véhicule au client pendant 30 minutes et le format a séduit les clients. Avant même l'ouverture du showroom, Dacia avait déjà enregistré plus de 400 rendez-vous. Un podium gagné d'avance avec leur stratégie omnicanale. Les constructeurs automobiles proposent désormais une expérience client enrichie au-delà de la voiture. Leur modèle, de plus en plus axé sur le service et l'accompagnement du client, favorise la projection sur le long terme. Il ne s'agit plus seulement de convertir au moment de la vente, mais d'envisager l'expérience client sur le temps long. Dans cette optique, les constructeurs sont encore en phase de test and learn. Renault a lancé en 2023 sa plateforme communautaire Plug-in pour la recharge électrique. Sa particularité, elle sert à mettre en relation les automobilistes et les propriétaires de bornes de recharge. Pour l'instant, l'app reste confidentielle, mais la proposition est là. Surtout, elle permet aux constructeurs de continuer à occuper le terrain pour ne pas abandonner la place à des pure players. La grande distribution gagne du terrain dans l'e-commerce français, à lire sur le journal du net en date du 19 mars. Dans une étude publiée ce 19 mars, Fox Intelligence fait état des tendances e-commerce en ce début d'année. Les ventes e-commerce en Europe ont progressé de 9% en valeur et de 15% en volume sur un an en février 2024, selon le dernier rapport de Fox Intelligence. Des taux de croissance identiques à ceux enregistrés un mois plus tôt. Dans la majorité des pays européens du panel, les produits high-tech ont tiré les ventes en ligne en février. Exception française, la catégorie alimentation et boissons est également en bonne position avec 19% des ventes en valeur. En Italie, cette catégorie ne représente que 6% des achats digitaux et 5% en Allemagne. Si elle a longtemps été en retard, la digitalisation des retailers de la grande distribution est bien en marche. La catégorie alimentation et boissons gagne des parts de marché par rapport à février 2023 sur la totalité des pays du panel. A contrario, les produits high-tech sont en baisse sur un an. Difficile pénétration des pure players en France. Pour illustrer cette tendance, les enseignes de la grande distribution sont bien représentées au sein du top 10 des sites préférés des cyberacheteurs français les plus dépensiers. 20% qui dépensent le plus, avec un ratio de 5 sur 10. De plus, les 5 acteurs concernés, Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc et Super U, gagnent des parts de marché dans le classement par rapport à février 2023. Globalement, les acteurs omnicanaux sont populaires en France auprès des e-shoppers les plus dépensiers. Si dans son étude Fox Intelligence indique que la marketplace Temu a conquis 11% des e-shoppers français depuis avril 2023, les pure players sont particulièrement absents du top 10 avec seulement 2 marketplaces, Amazon et Vinted, en février 2024. Sur les autres marchés européens, les acteurs purement digitaux sont plus nombreux au sein des classements, avec notamment eBay, Temu, Zalando, Azos ou encore AliExpress, un leadership européen auquel la France semble résister. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître
autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.